Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois d'octobre. On arrive déjà à la moitié, le temps passe très vite. Moi ça va toujours très bien, même si je commence à fatiguer un petit peu parce que on a repris le travail, comme je vous l'ai dit, à l'école à la mi-août, et contrairement à la France, on n'a pas de petites coupures en octobre, ce qui fait que on doit attendre jusqu'à Noël pour avoir des vacances, et je vous avoue que je commence à fatiguer un petit peu, d'autant plus que je vais devoir travailler, enfin je dois toujours travailler le samedi après-midi, il y a des dimanches où je dois y aller, il y a 2 jours fériés au mois de novembre aussi où je vais devoir travailler, donc je suis pas tellement motivée en ce moment, je dois vous avouer. Avec l'automne qui arrive, en plus j'ai toujours un petit coup de mou à cette période de l'année, c'est pas un moment très agréable. Mais bon, à part ça, tout va bien, donc pas de quoi paniquer non plus. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 romans que j'ai lus dernièrement. Alors, je vous les montre rapidement tout de suite comme je le fais à chaque fois. Le premier, c'est Captive de Margaret Atwood. C'est vrai qu'en rouge, là, sur la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien son nom écrit. Et j'ai 2 romans policiers ensuite dont j'aimerais vous parler. Le premier, c'est un polar italien, ça s'appelle La 7e lune et c'est signé Pier Giorgio Puglisi. Enfin, le dernier nous amène aux États-Unis et plus précisément dans l'état du Wyoming. Ça s'appelle Little Bird et c'est signé Craig Johnson. On commence tout de suite avec le roman de Margaret Atwood, Captive. Donc, Margaret Atwood, je pense que je vous ai un petit peu saoulée avec ça. C'est une autrice que j'ai découverte avec sa trilogie Oryx et Craig, que j'ai dévorée et adorée. En français, ça donne Le Dernier Homme, Le Temps du Déluge et Madadam. Alors ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment adoré. Mais là, on est dans un genre complètement différent avec ce roman-ci, Captive, qui se base sur une histoire vraie. Et cette histoire vraie, c'est l'histoire de Grace Marks. Grace Marks, c'est une femme qui est née en Irlande à la fin au début du 19e siècle, et qui a immigré au Canada avec sa famille. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes à cette époque, puisque c'était la famine en Irlande, qui ont choisi de partir pour l'Amérique du Nord, soit les États-Unis, soit le Canada. Pour la famille de Grace, c'était direction le Canada. Alors après une traversée particulièrement éprouvante, au cours de laquelle d'ailleurs la mère de Grace va décéder, la famille arrive au Canada. Grace, elle doit avoir à peu près 12 ans à cette époque-là. Donc elle se retrouve sans mère, avec un père alcoolique violent et 8 frères et sœurs. Donc elle n'a pas vraiment trop le choix. Elle peut pas choisir sa vie, elle va devoir travailler pour aider sa famille et elle n'a pas non plus le choix du travail qu'elle va pouvoir effectuer, et ce travail, ça va être domestique pour des bourgeois. Elle va travailler chez différents employeurs, et puis la dernière personne qui l'a employée, c'est un homme qui s'appelle Thomas Kinner, et cet homme-là, il est assassiné, ainsi que sa gouvernante Nancy Montgomery, avec laquelle par ailleurs il avait une liaison. Ils ont été assassinés par un de leurs servants qui s'appelle James McDermott. James et Grace, après les meurtres, se sont enfuis tous les deux aux États-Unis sous un faux nom, mais très rapidement ils ont été rattrapés par la police. Alors, ils ont été jugés et condamnés pour le meurtre de Thomas Kinner. Ils ont été condamnés à mort. Ils n'ont pas été jugés pour le meurtre de Nancy Montgomery, puisque vu qu'ils avaient été condamnés à mort, il n'y avait pas de raison de faire un deuxième procès. Apparemment, à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, ils ont été condamnés tous les deux à mort. Si la peine de James McDermott va être exécutée, celle de Grace Marks va être commuée en prison à vie.
Avant d'être exécutée, McDermott va dire que Grace Marks est une véritable manipulatrice et que c'est elle l'instigatrice des deux meurtres. Alors, est-ce qu'il a dit la vérité ou est-ce qu'il a tout simplement voulu se venger de Grace ? Ou alors, est-ce que Grace est une victime de McDermott ? Est-ce qu'elle n'a pas eu le choix de le suivre aux États-Unis, on ne sait pas, pour sauver sa vie ou quelque chose comme ça ? Ou encore, comme certaines personnes le pensaient, est-ce que Grace Marks n'était pas malade mentalement ? Donc ça, c'est vraiment la grosse question. Qui était vraiment Grace Marks ? Une manipulatrice, comme l'a affirmé McDermott, une pauvre victime ou bien une malade mentale ? C'est très difficile à dire. En tout cas, après environ une trentaine d'années d'incarcération, Grace Marks a été libérée et elle a été envoyée à New York. C'est là qu'elle a emménagé et c'est là également que l'on perd sa trace. On ne sait pas ce qu'elle est devenue après ça. Donc elle a dû sortir peut-être fin quarantaine, début cinquantaine de sa prison. Alors, c'est tout simplement l'histoire de ce roman, l'histoire de la vie de Grace Marks. Donc, Margaret Atwood a choisi en fait de faire l'interrogatoire de Grace par un médecin psychologue. Et de ce fait divers, l'autrice a tiré un roman qui est selon moi très puissant et qui décrit très bien les conditions de vie des femmes pauvres, surtout des pauvres femmes immigrées au Canada au 19e siècle. Elle dresse aussi, selon moi, un portrait fascinant de la médecine psychiatrique et psychologique de l'époque, et c'est là qu'on mesure franchement le progrès parcouru aujourd'hui dans le traitement des maladies mentales, même si on est bien d'accord, ça reste largement insuffisant actuellement aussi. Alors Margaret Atwood, elle n'a pas pris le parti de nous dire de faire son choix. Est-ce que Grace est coupable ? Est-ce qu'elle est victime ? Est-ce qu'elle est folle ? Non, absolument pas. Et heureusement d'ailleurs qu'elle a pris ce parti-là parce que, étant donné que y a beaucoup de temps qui a passé, on a très peu d'informations au sujet de ce fait divers, à part quelques articles de journaux, aussi des écrits d'une femme qui est allée visiter la prison où Grace se trouvait. Donc c'est vraiment très faible pour se faire une petite idée. Néanmoins, il y a vraiment la vie de Grace Marks, l'état de la médecine de l'époque, l'état de la justice de l'époque aussi, les conditions de détention et bien sûr la plume de Margaret Atwood. Ça suffit largement pour faire de ce roman un très grand roman. Donc là encore pour moi, ça a bien marché avec Margaret Atwood et j'en suis vraiment très très contente. Donc je pense que tout ce qui me reste à faire, ça va être de lire un petit peu tout ce que Madame Atwood a écrit et j'ai vraiment hâte. On part maintenant pour l'Europe et plus particulièrement pour l'Italie avec le polar La 7e lune de Pier Giorgio Puglisi. C'est un roman qui date de 2024. C'est en fait, je crois, le 3e tome. Oui, c'est ça, le 3e tome des aventures des inspectrices Eva Cross et Mara Raïs. Le premier, c'était L'île des âmes. Je ne l'ai pas lu. Je suis passée directement au 2e, L'illusion du mal, tout simplement parce que l'intrigue de celui-ci m'avait intriguée. J'avais bien aimé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de lire la suite, la 7e lune en l'occurrence. J'ai toujours pas lu le tome 1, j'aurais peut-être dû parce qu'il y a un petit rapport quand même avec ce premier tome dans celui-ci. Mais ça n'a pas du tout gêné ma compréhension de l'histoire, absolument pas. Donc l'histoire, qu'est-ce qu'elle est exactement ? Alors, on retrouve nos deux inspectrices, Eva Cross et Mara Raïs, en compagnie du beau Vito Strega et du moins beau Bepi Pavan, qui tous les 4 sont en Sardaigne pour fêter la création de leur toute nouvelle unité, la SIS. Il me semble que c'est la section d'investigation spéciale. Après leur dernier succès, on leur a autorisé à créer cette unité particulière.
La jeune Teresa Poletto, elle, plus au nord de l'Italie, du côté de Milan, elle n'est pas du tout à la fête puisqu'elle a été enlevée par un inconnu et emmenée dans un endroit plutôt glauque et un genre de marécage. Donc ça va pas trop pour elle. Et ça va pas trop non plus pour sa famille, puisque ses parents et sa sœur Alice s'inquiètent tout de suite de sa disparition. Teresa, c'est une fille qui est... c'est une bonne fille. Elle a rien de spécial dans sa vie qui pourrait justifier une disparition. Elle a une vie réglée comme du papier à musique. Et donc, quand sa famille voit qu'elle n'est pas là, alors qu'elle devrait être là, ils s'inquiètent tout de suite et ils vont à la police de Pavie pour déclarer la disparition. L'inspectrice qui reçoit la famille, elle s'appelle Clara Pontecorvo, je crois, elle aussi, elle prend tout de suite au sérieux cette disparition, notamment aussi parce que, déjà, par la personnalité de Teresa, mais aussi parce que le père, un petit passé judiciaire aussi également. Je ne vous dis pas lequel, vous le découvrirez si vous avez envie de lire ce roman. Alors les choses s'arrangent pas pour Teresa puisqu'elle finit par être assassinée et son corps est retrouvé dans une mise en scène particulièrement macabre. Et en voyant ceci, Clara Pontecorvo, ça lui rappelle une histoire de meurtre en Sardaigne, le meurtre de la jeune Dolores Murgia. Je ne prononce pas bien l'italien, c'est pas mon truc. Et donc elle va chercher à savoir un petit peu qui a enquêté sur ce crime. Est-ce que vraiment elle se trompe pas? Est-ce que ça ressemble à ce meurtre-là? Effectivement, oui, elle se rend compte qu'elle a raison. C'est bien la copie conforme. Et les inspectrices qui ont enquêté sur cette affaire et qui ont résolu cette affaire sont nos amis Eva Cross et Mara Raïs. Alors, donc Clara Pontecorvo va les contacter, va leur expliquer la situation. Et toutes les deux, elles vont trouver que effectivement, même s'il y a des différences, les deux meurtres se ressemblent. Alors, avec toute l'équipe, direction le nord de l'Italie, direction Milan pour participer à l'enquête et inaugurer ainsi la première enquête de leur toute nouvelle unité, la SIS. Alors, elles vont essayer de savoir est-ce que vraiment le meurtre de Teresa a un rapport avec le meurtre de Dolores, parce que le meurtrier de Dolores, il a été arrêté, et aussi parce que quand même, il y a des petits détails qui ne concordent pas, disons. Et elles vont aussi en parallèle s'intéresser à Teresa. Est-ce que c'est vraiment la fille si parfaite que ça? Est-ce qu'elle n'aurait pas des petits secrets, mademoiselle Teresa? Donc, c'est ça pour l'intrigue. Désolée, je pensais que je devais ajouter quelque chose, mais non, ça se termine ici mon résumé. Passons maintenant à mon avis. J'ai bien aimé tout ce que j'ai aimé dans l'illusion du mal, et je n'ai pas aimé ce que je n'ai pas aimé dans l'illusion du mal non plus. Alors, on va commencer par vous rappeler ce que j'avais bien aimé. Tout d'abord, ce sont les personnages hauts en couleur et leur franc-parler que j'ai beaucoup aimé. La qualité de l'écriture de l'auteur, pour un polar, c'est bien écrit, c'est efficace. L'histoire aussi est vraiment très rythmée, avec toujours des chapitres très courts qui alternent les points de vue. Alors on a parfois les enquêteurs et enquêtrices, parfois la famille de la victime, parfois l'assassin lui-même, dont on connaît d'ailleurs très vite le nom, mais absolument pas les motivations. Donc tout ça c'est vraiment très bien fait, c'est très très efficace. Le point, parce que je pense qu'il y en a surtout un que j'ai pas aimé, comme dans le tome précédent, c'est toutes ces phrases en dialecte de Sardaigne, dialecte de Milan, dialecte de Venise, qui sont laissées telles quelles avec une petite note avec la traduction en français. Alors, pour le lecteur italien, peut-être que c'est intéressant. Pour quelqu'un qui ne parle pas italien, ça n'a strictement aucun intérêt, ça coupe même un peu la lecture. Donc je pense que c'est pas nécessaire de les laisser comme ça dans le roman. Bon bah après c'est un choix de traduction et ou d'édition, je sais pas, il y a sûrement certaines personnes qui apprécient ça aussi. Moi j'aime pas trop ça. L'intrigue était quand même beaucoup moins prenante que celle de l'illusion du mal. Alors pour rappel, dans l'illusion du mal, on a un justicier
sur Internet qui attrape des criminels non punis ou pas assez punis par la justice italienne et qui demande aux internautes de voter. Est-ce que vous pensez que cette personne est coupable ou pas? Et si elle est coupable, c'est quoi la sentence? Est-ce que c'est la peine de mort ou je ne sais pas trop quoi d'autre? Donc ça, c'était assez original comme intrigue, j'avais trouvé. Je trouvais ça très actuel aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux, les gens qui veulent se venger, qui veulent se faire justice eux-mêmes. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un genre de meurtre un peu rituel. Et c'est beaucoup plus classique, beaucoup moins original. Et puis on a une fin aussi qui n'est pas si surprenante que ça. Donc intrigue un petit peu plus faiblarde en ce qui me concerne, mais toujours une plume efficace et une intrigue relativement menée, une enquête menée tambour battant. Il faudrait juste que l'auteur fasse un petit peu attention de pas trop nous lasser avec ces personnages récurrents qui pour l'instant restent bien sympathiques, parce que là je crois qu'ils entrent en scène dans la 7e lune au bout de 200 pages seulement. Le reste du temps, enfin ils se prélassent là dans leur hôtel en Sardaigne pour fêter leur truc. Alors ça reste intéressant parce qu'on n'est pas encore lassé de ces personnages, mais il faut faire attention à ce que ça n'arrive pas en fait. Voilà, donc j'espère qu'il va pas tomber dans un travers où on va se focaliser sur les personnages récurrents plutôt que sur l'intrigue. Donc je me méfie, mais je lirai tout de même avec plaisir le tome suivant. C'est marqué 2025, alors je sais pas s'il est encore sorti ou pas, 2025 quand exactement, j'en sais rien, ça s'appelle Stella. Je le lirai quand même par curiosité pour voir un petit peu aussi quelle route Pier Giorgio Puglisi va choisir de suivre. Retournons en Amérique du Nord, chez les Cowboys et les Indiens avec Little Burg de Craig Johnson. Alors c'est un roman un peu plus ancien que la 7e lune. La 7e lune, ça date de 2024. Celui-ci date de 2005, donc il a quand même 20 ans, mine de rien. Oui, 2005, c'était à 20 ans, c'est assez incroyable. Donc, c'est ce roman, faut que je vous dise, c'est le tout premier d'une série qui en compte quand même pas mal de tomes. Alors moi, je découvre ça là 20 ans après. Hein. Comme je vous l'ai dit, les nouveautés, c'est pas chez moi. Je suis toujours à la bourre en fait. Et voilà, donc j'ai choisi ce roman parce que j'aime bien les romans policiers, j'avais envie d'en lire un. Et puis l'intrigue, enfin pas l'intrigue, mais le contexte, disons. L'état du Wyoming, un shérif, des adjoints, des Indiens, la ruralité, c'était vraiment une ambiance qui me parlait en fait et que j'avais envie de découvrir. Alors, avant de vous donner mon avis sur ce livre, je vous le résume très très rapidement. L'intrigue est pas très folichonne, elle est pas, disons, pas très complexe quoi. Alors, on suit les aventures du shérif Walt Longmire et son adjointe, Vic Moretti. Ils enquêtent sur le meurtre d'un jeune homme. Alors, au début, ils savent pas trop si c'est un meurtre. Ils pensent que c'est possiblement un accident de chasse parce que le gars, il a été vraiment perforé par un très gros calibre. Donc, la possibilité de l'accident de chasse existe. Sauf que quand même, ce jeune homme, il s'appelle Cody. Quelques années auparavant, avec 3 de ses amis, il a violé en réunion une jeune indienne attardée mentale, Melissa Little Bird. Et les 4 garçons ont été vraiment très 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 légèrement condamnés par la justice. Donc l'accident de chasse, on y croit moyen quand même. Surtout que ensuite on a le corps d'un deuxième garçon qui a participé au viol de Melissa, que l'on retrouve également dans la montagne et tué par le même calibre, un peu de la même manière. Voilà, donc là, il n'y a plus vraiment de place au doute. Donc, là, va vraiment falloir se mettre à enquêter sérieusement. Et puis, les pistes, alors là, elles ne manquent pas parce que les 4 garçons qui ont violé Melissa, ils sont détestés par toute la communauté indienne, hein, forcément. Et puis, il y a vraiment, donc comme je vous le dis, beaucoup de suspects. Est-ce que ça pourrait être Melissa elle-même qui se venge, ou bien Lonnie, son père, qui est un petit peu
un petit peu attardé lui aussi. Est-ce que ça serait lui qui se vengerait? Mélissa, elle a aussi de la famille. Elle a notamment un oncle qui s'appelle Henry, qui est l'ami du shérif. Et Henry, c'est un gars costaud et c'était un très bon tireur aussi. Donc ça pourrait tout à fait être lui aussi. Pardon. Et donc, mais il y a encore plein d'autres pistes. Hein. Il y a aussi des suspects blancs qui sont d'excellents tireurs et qui n'ont pas non plus trop aimé les 4 garçons. Donc Walt va enquêter et essayer de protéger les 2 survivants. Alors, pour cette lecture, je suis vraiment mitigée. On va commencer par les points négatifs en premier pour terminer sur une note un petit peu plus positive. Alors, point négatif, c'est que l'intrigue, oulala, c'est vraiment poussif. C'est très poussif, surtout après le premier meurtre. Après le deuxième, là, ça s'accélère, on a un petit peu plus d'action, etc. Ça devient intéressant. Mais ça arrive un petit peu la deuxième moitié du roman. Donc toute la première moitié, c'est très poussif, avec un shérif qui a pas l'air vraiment très concerné par l'enquête à mener et qui se soucie beaucoup plus de sa vie amoureuse. Voilà. C'est pas très intéressant. L'enquête aussi, elle va se focaliser pas mal sur les armes à feu et particulièrement sur le calibre des armes à feu. Moi, c'est un domaine dans lequel je ne connais absolument rien. On est dans le très technique là. Et c'était vraiment pas très intéressant en ce qui me concerne. Mais le point qui m'a surtout gênée dans cette lecture, c'est qu'on a des dialogues qui sont complètement confus. Alors, j'ai pas compris comment c'était possible. Je vous explique. À plusieurs moments dans le roman, on a des conversations qui se déroulent entre 2 ou 3 personnes, des fois juste 2 personnes, et on ne sait absolument pas qui parle. Les paroles, elles sortent de qui? De celui-ci ou de celui-là? C'est impossible à savoir. Il m'est arrivé de relire certains dialogues plusieurs fois en espérant, je suis un petit peu bébête là, je vais reprendre et puis je vais trouver quoi qui parle. Ben non, impossible de savoir qui est-ce qui parlait. C'était vraiment, c'est très gênant en fait. Et l'autre point qui m'a gênée un petit peu dans le même genre, c'est qu'on a des scènes qui se terminent de façon très abrupte. On saute en fait du coq à l'âne. Par exemple, je pense que Walt, à un moment donné, il va rendre visite, à l'ancien shérif, qui s'appelle Lucian. Il est dans une maison de vieux, et il lui rend visite, et les 2 gars, ils sont en train de parler, ils discutent, voilà, la conversation, ça s'arrête sur un dialogue. Là, j'ai réussi à voir qui parlait quand même. Et puis la scène suivante, on a Walt qui est adossé à sa voiture en train de fumer une cigarette. Je suis revenue en arrière, je me suis dit, est-ce que j'ai manqué des pages? Parce que pour moi, la façon dont la conversation finissait, c'était pas fini, quoi. Il y avait encore d'autres choses à venir derrière. Non, j'avais vraiment pas sauté de page, le passage, il était comme ça. Donc, ouais, c'était un petit peu bizarre, un petit peu confus, et donc tous ces retours en arrière pour essayer de savoir qui parle, ou est-ce que j'ai loupé des pages, comment ça se fait qu'on arrive à cette scène-là alors que la précédente, elle a pas l'air finie. C'était un petit peu agaçant au bout d'un moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points négatifs quant à ce roman. Mais il y a quand même aussi beaucoup de points positifs. J'ai beaucoup aimé l'ambiance rurale. C'était pour ça que j'avais choisi le roman, et de ce côté-là, j'ai pas été déçue. On a vraiment des superbes descriptions des paysages montagneux du Wyoming. J'ai bien aimé aussi les personnages qui sont très intéressants. J'ai beaucoup aimé Lucian, l'ancien shérif à la jambe de bois là, qui se fait littéralement chier dans sa maison de vieux. Henry Standing Bear, qui est donc l'oncle de Mélissa et aussi l'ami de Walt, le shérif. Il est un petit peu réservé, un petit peu secret, voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Vic, l'assistante du shérif aussi, c'est un chouette personnage. Souvent les femmes policières particulièrement, dans les romans policiers, surtout écrits par des hommes, elles ont tendance à être un petit peu chiantes. C'est pas du tout le cas de Vic. Voilà, c'est quelqu'un qui fait bien son travail, qui a un petit peu de problèmes personnels, mais sans que ça empiète sur sa capacité
à travailler. Donc elle est à la fois forte, mais c'est pas un surhomme. C'est un peu bizarre de dire ça d'une femme, mais c'est pas une super héroïne non plus, quoi. Elle a des petites fêlures. Elle est bien équilibrée en fait, donc ça j'ai beaucoup aimé. Longmire, le shérif, malgré sa relation sentimentale qui ne m'a pas intéressée, pour le reste, ouais, je l'ai bien aimé. Même s'il est quand même assez caricatural, sa femme est décédée, il vit dans un taudis, il a tendance à picoler un petit peu trop, etc., etc. Bon, ça c'est très cliché, mais c'est un roman qui date d'il y a 20 ans. Donc ça c'était un petit peu, je dirais, le style de l'époque, on va dire. Mais surtout ce que j'ai aimé, malgré toutes les confusions au niveau des dialogues et des scènes qui se terminent soudainement, c'est le style de l'auteur. Il y a vraiment un style particulier, c'est abrupt, parfois c'est brut de décoffrage, mais souvent aussi c'est drôle, il y a des petites répliques là comme ça qui font mouche, qui m'ont fait sourire. Donc, est-ce que l'intrigue était un petit peu lourdingue pour mettre en place tous ces personnages pour commencer une série? Peut-être. Donc, il y a quand même assez de points positifs pour moi pour me donner envie de lire en fait la suite des aventures du shérif Walt Longmire et de sa chouette coéquipière Vic Moretti. Donc, je vais donner sa chance au deuxième tome en espérant que les points négatifs que j'ai relevés ici auront disparu ou seront au mieux, au pire, moins présents. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces 3 romans. Je vais vous dire rapidement ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai commencé La mémoire des embruns de Karen Vigers, mais j'ai arrêté au bout de 30 pages en fait, parce que, elle parle d'un espèce de secret de famille, elle présente ça vraiment avec des gros sabots, et le style d'écriture est pas terrible non plus, donc j'ai laissé tomber très très rapidement parce que, plutôt que de me mettre à lire, je voyais que j'essayais de faire autre chose en fait. Et ça, c'est pas bon signe en général chez moi. Donc j'ai dit, 30 pages, c'est pas cool de l'abandonner comme ça, de pas lui donner sa chance, mais non, non, ça me disait rien du tout. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans Martin Eden de Jack London. J'ai lu, je crois, 80 pages. Alors, je retrouve un petit peu les défauts que j'avais dans mon souvenir de Cro-Blanc, c'est-à-dire un style un petit peu lourd. Les mots sont jolis, mais le style est un petit peu lourd. Néanmoins, je suis quand même assez curieuse de l'évolution de ce personnage, Martin Eden, pour continuer ma lecture. Donc je pense que je vais le terminer quand même, celui-là. Et puis je vous en parlerai sûrement une prochaine fois. Quant à vous, qu'est-ce que vous lisez? Je suis vraiment curieuse de le savoir, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me faire part de vos lectures, de vos coups de cœur récents ou de vos déceptions récentes aussi. Je suis vraiment curieuse de savoir parce que je recherche toujours des idées de lecture, donc je compte sur vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Matane!